On va commencer donc le plan de cette assemblée générale, c'est le rapport moral 2019, le bilan financier 2019 et les projets 2020. On va commencer du coup par le rapport moral 2019, avec le bilan administratif, tout ce qu'on fait en termes de communication, ce qui se passe sur le site web, les listes de discussion, les petites annonces et enfin un gros sujet, c'est la simulation en santé qui va nous occuper pas mal de temps. Au niveau des assemblées générales, petit récapitulatif, effectivement, on est depuis 2011 avec Opifarm et aujourd'hui, eh bien, on est en visioconférence à cause de la Covid-19. En dessous, vous avez un... Ah, attendez, pardon, je vois pas, vous voyez pas mon... Voilà. Si, c'est bon. Là, vous voyez mon écran, c'est bon? Donc, au niveau, enfin, vous avez un petit tableau en dessous des réunions présentielles et téléphoniques qu'on fait. On fait environ une réunion téléphonique par mois et au moins une réunion présentielle par an, sauf cette année où on verra, on se verra pas. C'est comme ça. Ensuite, je demande régulièrement, enfin tous les ans, on fait un tableau comparatif du temps passé par les bénévoles au sein de cette association. Je trouve que c'est très important à valoriser. On voit par rapport à 2019, en fait, enfin 2019 par rapport à 2018, qu'on a passé un petit peu moins de temps en fait que d'habitude. Enfin l'année dernière, enfin en 2018, on avait passé beaucoup de temps sur la maintenance et les évolutions du site puisqu'il avait changé. Donc là, on est beaucoup moins occupé par ce site web. On gère les utilisateurs à peu près pour hauteur de 9 heures par mois. On met à jour les sites du page web, les pages du site web pardon, à hauteur de 3 heures par mois. Ce qui nous prend beaucoup de temps au quotidien dans cette association, c'est bien sûr la modération des listes de messagerie, y compris les petites annonces d'emploi. On voit aussi qu'un gros poste de temps passé dans l'association, c'est la simulation numérique en santé, en tout cas en 2019, mais c'est pas prêt de s'arrêter puisque c'est vraiment un sujet qui est en train de se développer au sein de cette association. Au niveau réunion téléphonique présentielle, organisation, management, secrétariat, trésorerie, et c'est à peu près stable d'une année sur l'autre. Au niveau du wiki, on a un petit peu diminué l'activité puisque l'année dernière, on avait repris en fait l'ensemble des fiches wiki de l'ancien site et ça nous avait pris beaucoup de temps. Donc on est à peu près à 100 heures par mois passées par les bénévoles, ce qui fait au niveau d'une valorisation de 35 euros par heure ainsi que 35 euros de charges sociales, on arrive à peu près à 82 000 euros annuels, ce qui est énorme. Donc j'en profite toujours pour remercier tous les bénévoles qui travaillent au sein de cette association. On est une vingtaine à peu près, on est 12 dans le conseil d'administration, mais on est une vingtaine, une équipe. Et voilà, merci beaucoup à eux parce que sans eux, cette association ne fonctionnerait pas. Au niveau de la communication, on est sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, on publie sur Twitter et ainsi que sur YouTube. On a 489 abonnés sur Facebook, 690 à peu près followers sur Twitter. En 2019, on a fait le stand Opifarm à Marseille, pour lequel on a eu 120 visiteurs. Et on fait des newsletters régulièrement. Là, en 2019, on en a fait 8 et on a 13 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal, sur à peu près 15 000 comptes créés sur le site. Au niveau du site web, on est toujours on sous-traite toujours ce site web auprès d'une société qui s'appelle Octopus. Ça marche vraiment très très bien, ils sont très réactifs, plutôt cher, mais on a de la prestation de qualité. On a basculé tous nos serveurs sur OVH et nos listes de discussion sont gérées par Sympa. Et en 2019, comme tous les ans, on est certifié HON pour la 11e année consécutive. Notre site web est hébergé par Joomla. Et on est très content de ce choix parce que ça nous permet des évolutions techniques très intéressantes et une maintenance assez facile. Au niveau du site web, on a amélioré les choses. En 2019, on a décidé d'inscrire les internes pour toute la durée de leur internat. Donc ça, c'est une évolution du site web qui nous a permis du coup de ne pas les perdre tous les ans en fait. Parce que tous les ans, à la fin de l'année, on les désabonnait tous et on attendait qu'ils se réabonnent. Donc on perdait pas mal. Et donc là, maintenant, ils le font qu'une seule fois. Ils donnent leur certificat de scolarité en fonction de leur année de DES. On les inscrit pour la totalité de leur internat.
On a amélioré les petites annonces, on a permis ainsi de préciser des dates pour une offre d'emploi, de choisir plusieurs départements dans les alertes. Et ces améliorations ont été financées par un crowdfunding qu'on a lancé donc via le site Hello Asso. Et enfin, on a vraiment finalisé l'autonomie complète des utilisateurs sur la gestion de leur profil. Il y avait encore quelques petites choses qu'ils ne pouvaient pas faire et maintenant on a vraiment tout autonomisé. Tout le monde peut faire absolument tout sur la gestion de son profil, les abonnements aux petites annonces, les abonnements aux offres d'emploi, aux newsletters, etc. Et ceci de façon conforme au RGPD. Au niveau du site web, on a 3 postes importants qui sont les documents de travail. On est très stable au niveau de ces documents de travail. C'est un petit peu dommage d'ailleurs parce que on pourrait imaginer qu'il y ait de plus en plus de partage. On est à peu près à 367 documents de travail sur le site. On a augmenté un peu nos fiches wiki, on en est à 341 et là on augmente les textes officiels de façon régulière puisqu'on est à plus de 200 par rapport à 2018 avec un nombre de 2627 répertoriés sur le site. Les statistiques du site web, comme vous pouvez le constater, on est en augmentation constante depuis des années maintenant. Grâce au nouveau site, on a encore développé. Qui défilent. On a encore développé les. Patrice, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? On a développé, grâce au nouveau site web, on a augmenté encore plus nos visites par jour. On est à plus 34% par rapport à 2018, avec 834 visites par jour, ce qui est assez énorme, un nouveau record. Les nombres de pages vues par jour également augmentent, on est à plus 23%, avec presque 2 millions de pages vues en 2019. Ça, c'est vraiment une chose importante qui nous montre qu'on a bien fait d'investir dans le nouveau site web pour à la fois la maintenance, les évolutions qui sont plus faciles, mais également la fréquentation du site qui est en constante évolution. Au niveau des pages les plus vues, ça, je trouvais ça très intéressant. On voit que les petites annonces constituent. Alors, il y a l'accueil connexion à son compte et gestion, bien sûr, qui sont pour beaucoup dans la connexion du site, mais on voit la part très 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 importante des petites annonces. Et ensuite, on voit les documents de travail et référentiels, les moteurs de recherche, le wiki, les annuaires également et les textes officiels, voilà, qui sont dans les pages les plus vues. J'ai trouvé intéressant de noter que les docs de travail les plus vus étaient l'équivalence des pansements, qui est un document collaboratif, les médicaments potentiellement inappropriés à la pratique médicale française, ce qui correspond à la liste de la Roche, un autre document sur l'archivage des dossiers pharmaceutiques, ainsi que la rupture de la chaîne du froid. On voit que ici, ce sont des documents collaboratifs qui sont très intéressants à être lus. On est de toute façon dans cette mouvance-là actuellement. Au niveau des listes de discussion, on est à peu près à 1350, 1400 adhérents à peu près. Et sur ces 1400 adhérents, tout le monde n'est pas abonné bien sûr aux listes de discussion. Voyez ici que la liste pour laquelle les gens sont les plus abonnés, ce sont les médicaments. Ensuite, on a divers, à peu près égalité ADM stérilisation. On a aussi une bonne part dans l'hospitalo-officinal et un petit peu dans la liste Adivtech qui traite des sujets techniques mais qui est finalement assez peu utilisé. Au niveau des listes de discussion, on a repris beaucoup d'activités parce que vous voyez sur ce graphique, en 2017, on avait presque 3000 messages par jour avec une énorme chute en fait en 2018, 1500 messages liés très sûrement à la mise en place du wiki, puisqu'en fait beaucoup d'informations étaient alors disponibles sur le wiki, donc diminuait le nombre de messages échangés par jour. On voit une petite reprise ici en 2019. On est à plus 11% avec 2100 messages par an, ce qui correspond à peu près à un peu moins de 6 par jour, mais ce qui est déjà pas mal. On voit en fait que il y a une augmentation pas mal de divers et aussi une augmentation de la liste médicaments qui compense un peu la baisse de dématérialisation. On est assez stable sur divers, mais surtout on a une nouvelle catégorie qui apparaît, qui sont les forums utilisateurs de logiciels. Voilà, qui vont donc
va, je pense, se développer au cours des prochaines années. On va en reparler un petit peu plus tard. Justement, on en parle maintenant. Les forums. Alors, l'objectif de ces forums, c'est pour les utilisateurs de logiciels d'avoir un partage d'informations, une totale indépendance vis-à-vis des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour prendre part de discussions. On est vraiment différent d'un état d'esprit club utilisateur. On partage les retours d'expérience et on peut être du coup davantage force de demande d'évolution puisqu'on est un peu plus nombreux à partager sur ces évolutions. Par exemple, si un éditeur dit oui, cette évolution-là, personne la demande, vous êtes le seul à le demander. Si on pose la question sur les forums et qu'on s'aperçoit en fait que finalement on est beaucoup plus nombreux que ça, eh bien on peut être davantage force de proposition. Le premier forum est apparu en septembre 2018 et on a une grosse vague en mars 2019 et on est en train de progresser encore. Vous voyez ici qu'il y a 1353 déficients qui sont inscrits sur 19 forums aujourd'hui. Les 2 derniers sont Mac2 et Orbis, c'est pour ça qu'ils sont assez peu, pour l'instant, il y a assez peu d'abonnés. Et vous voyez qu'on est donc avec une vingtaine presque de forums, pas mal de logiciels. Ceux qui comptent le plus d'abonnés, c'est Pharma. Ensuite, on a Osiris, Osifarm. On a un qui est très récent, qui a visiblement beaucoup intéressé les gens, qui est le forum sur les automates. Ensuite, on a le forum copilote ainsi que Hospital Manager. Et après, on en a plein avec un petit peu moins d'abonnés. Mais c'est vrai que plus on est d'abonnés et plus évidemment les échanges sont riches. Et donc on voit justement que depuis la création, on a 385 messages échangés sur ces forums. Vous voyez bien sûr en 2018 assez peu. On voit une grosse activité sur Osiris Osifarm. Paradoxalement, Pharma qui avait beaucoup d'abonnés a assez peu de messages. On a Hospital Manager aussi qui est assez actif, et ainsi que Cariatide et Cortext. Voilà, et je pense que c'est un sujet qui va se développer de plus en plus. Au niveau des petites annonces, un focus, vous voyez ici qu'on baisse un petit peu par rapport à 2018, sachant qu'on a eu un plafond vraiment en 2017, on est à moins 12% donc, mais avec quand même encore 2559 petites annonces, soit 7 annonces par jour, donc une grosse activité, une très grosse activité de modération de petites annonces sur le site de la DIF. Les associations hébergées, elles sont ici sur cette diapo-là. 2019 a été marqué par la migration du site WordPress adif.fr vers adif.org, donc avec une réintégration de toutes les associations qu'on avait hébergées, une reprise du contenu par les utilisateurs. Ceci nous a permis d'augmenter la sécurité et la maintenance de ces sites, parce que sur le site adif.fr, c'était un petit peu bancal. Donc il y a des associations régionales, la CPPHOS, la PHBFC, la Conf BZH et quelques autres sites qui sont des sites d'archives, Antares et InfoProximed, et puis la CIFAR, le site des assistants, et le SNPGH qui est donc un syndicat. On a aussi, dans les associations régionales, la FAL et qui est l'Alsace-Lorraine et la PROC pour le centre. Donc les services aux associations qu'on propose et qu'on propose toujours à toute nouvelle association qui voudrait venir chez nous, on offre des listes de discussion-diffusion. Donc on en a par exemple pour le QGEPS qui est donc pour Génois, ainsi que le QGEPS CA, conseil d'administration. Conseil d'administration est membre du bureau ACPPHOS, le groupement d'achat normand qui contient 105 abonnés, pharmaciens hospitaliers officinaux de Flers, 30 abonnés, ainsi que le CNPGH, voilà, qui ont donc des listes de discussion-diffusion qui sont hébergées par la DIF. Donc on leur propose des blogs, des adresses également avec des noms de domaine de type par exemple www.afal.fr. Un exemple de site, voilà, la CPPHOS, avec donc une navigation qui est assez facile et donc un site web pour eux. Et donc on offre aussi bien sûr la formation à l'utilisation du blog et à la mise en ligne de pages. Et maintenant, je vais passer la parole à Simon pour parler du sujet de la simulation en santé. Simon, c'est à toi. J'ai mis mon micro, est-ce que ça marche, Agnès? Oui, un petit peu plus fort peut-être. Je sais pas, ou alors c'est moi qui dois mettre plus fort. Non, c'est moi, je vais mettre mon micro plus fort à moi, tout simplement.
Nous t'écoutons. Oui, donc on va essayer de passer entre 5 et 10 minutes max sur la partie simulation. Donc, partie simulation qui a démarré en 2016, on l'a déjà présenté. Avec une première version orientée médecine, chirurgie, obstétrique, donc à la recherche de 18 erreurs médicamenteuses, puis une version cancérologie, puis conciliation en 2018. On a développé en parallèle des projets orientés sur le DM avec SimUDM, notamment une première version en 2018 sur le sondage urinaire. Et enfin, on s'est aussi intéressé à un troisième versant qui intéresse beaucoup les pharmaciens hospitaliers, la préparation des chimiothérapies, avec une version intermédiaire qui est appelée comme ça par rapport à son niveau de difficulté, et une version grand public parce qu'il y avait aussi une demande simple de visite, savoir ce qu'est une unité de préparation de chimio, comment ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était les différentes versions qu'on a créées jusqu'à présent. En 2019, vous ne voyez rien et c'est normal, non pas qu'on n'ait rien fait, mais c'est surtout que les projets ont pris un petit peu de retard et donc sont attendus pour 2020. Néanmoins, il y a eu du travail de fait, on va le voir juste après. Un des gros points à travailler sur 2019-2020 était la rédaction, l'élaboration de conventions pour commercialiser, entre guillemets, ces outils, avec un tarif fixé à 2 € par apprenant et par an, quelle que soit la structure, hormis les structures de santé pour qui l'abonnement des pharmaciens faisait office de convention pour l'utiliser pour l'établissement. Donc, on voit une nette augmentation des entrées financières avec l'élaboration de conventions, 900 € environ en 2019, et cette convention l'année suivante, donc ce qui permet de monter à 3 300 € environ d'entrée financière. Et pour 2020-2021, là on parle plutôt en année scolaire, entre guillemets, puisque c'est majoritairement des IFSI qui utilisent, des UFR, etc. On a 6 nouveaux clients en cours de discussion, donc on peut imaginer d'autres entrées financières. En termes de données de connexion maintenant, eh bien on voit qu'il y a là encore une petite augmentation, comme ce qu'a montré Agnès jusqu'à présent pour les autres pages. Si tu peux afficher Agnès, s'il te plaît. Voilà. Donc, on atteint des chiffres plus modestes de 4500 connexions par an environ sur les pages de simulation. Et si on s'intéresse si on zoome un petit peu sur les outils utilisés, on voit que c'est majoritairement la version initiale qui remporte un franc succès. Bien que là, on ne s'intéresse pas au nombre de pages cliquées, mais plutôt au nombre de questionnaires remplis. Mais ça, c'est une approximation qu'on fait. Et on voit que tous les autres outils sont utilisés à peu près dans une même proportion de 5 à 10%. Mais le gros de la troupe, c'est quand même cette version initiale qui, vraisemblablement, plaît bien de par son aspect polyvalent. Voilà pour ces données d'utilisation. Donc, ça nous a permis en termes d'association, de tisser des liens, soit de partage de connaissances, d'élaboration de scénarios avec différentes sociétés savantes, mais également de commercialisation avec des établissements de santé et ou de formation. Donc, ça, c'est un bon point aussi pour l'association en termes d'image, de relations, de réseau. Et si on fait un bilan global des communications qui ont été faites sur la diapo suivante, Agnès, s'il te plaît. Donc, les 4200 consultations de pages, on en a déjà parlé. On a une quinzaine de communications qui ont été affichées et une dizaine de communications orales au cours des 4 dernières années dans les différents congrès français, francophones et certains européens. Une dizaine de conférences et d'ateliers, 3 publications, c'était un des objectifs 2019-2020, d'écrire ce qu'on avait fait pour que les écrits restent et puis surtout que certains puissent s'inspirer de nos modèles pour créer les leurs, voire utiliser les mêmes outils. On en a 5 qui sont en cours. Là, c'est plutôt pour essayer de montrer comment on peut les utiliser. Les 3 premières publications, c'était vraiment comment on crée les outils. Les suivantes, ce serait plutôt comment on les utilise. Ça a permis ça a fait l'objet d'une thèse soutenue. C'était effectivement la mienne, avec Agnès qui m'avait encadré. Et cette thèse-là a permis aussi de faire, entre guillemets, des petits avec d'autres qui avaient envie de s'y intéresser. Donc ça, c'est un bon point aussi pour ces sujets-là. Et puis, 7 prix nationaux qui permettent de montrer que la communauté valide ces outils, y voit un intérêt. Donc, ça fait extrêmement plaisir en dehors des entrées financières qu'elles apportent pour certaines qui sont non négligeables. Voilà.
Et je voulais terminer cette partie sur un focus particulier sur le projet qui était le projet de 2019-2020, un gros projet focalisé sur la réanimation néonatale, projet qu'on a mené en collaboration avec différents établissements normands, le CHU de Caen, les hôpitaux de Lisieux, Alençon et du Havre, le MEDIT, Normandie, qui a financé le projet, et la DIF, donc, qui a porté la structure, l'hébergement. Donc, focus sur la réanimation néonatale. Pourquoi? Parce qu'on a des populations qui sont fragiles, des traitements complexes, des conditions de travail qui sont assez exigeantes, et donc un environnement avec énormément de risques d'erreur. L'objectif pour nous, c'était de montrer… Agnès, la diapo suivante, s'il te plaît. Je t'en prie. Voilà. Donc, on a utilisé la même méthode que jusqu'à présent avec un scénario où il y a des erreurs qui sont identifiées par les professionnels et les apprenants. Donc là, on a 4 sphères. Une chambre de réanimation, vous reconnaîtrez peut-être l'infirmière puéricultrice que vous voyez face à vous. Et puis, une vingtaine de points cliquables au travers desquels on peut identifier 18 erreurs, dont notamment, par exemple, un cathéter veineux ombilical qui aurait potentiellement été mal positionné, déplacé, bref, à définir par les apprenants. Donc, l'objectif là, et c'était pour nous, après 4 années d'existence, de montrer que ces outils-là avaient une efficacité pédagogique, qu'ils avaient un sens par rapport à un simple cours magistral, par rapport à un simple écrit. Donc, montrer déjà que les apprenants étaient satisfaits, c'est le niveau 1. Montrer qu'ils avaient appris des choses, qu'ils avaient amélioré leurs connaissances, compétences, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'était de montrer qu'ils avaient amélioré qu'il y avait un transfert de ces acquis dans leur pratique. Et le niveau 4, le Graal, c'était de montrer que les indicateurs de suivi d'activité s'amélioraient si on s'intéresse par exemple aux déclarations d'événements indésirables. Donc ça, l'objectif sur cette année, c'était de le faire sur un établissement entier, c'est la diapo suivante, sur une centaine de professionnels du service de néonatologie du CHU de Caen, donc aussi bien des médecins, des internes que des infirmières. Donc au niveau du schéma, eh bien, on a fait ce qu'on préconise à tous les adhérents qui veulent utiliser des formations, c'est sur la diapo suivante, avec le format recommandé pour la simulation en santé, sur 2h30 avec une évaluation pré-formation, suivie d'un briefing rapide, qu'est-ce qu'on doit faire durant ce scénario, une mise en situation de 45 minutes, suivi d'un débriefing, des briefings de 60 minutes environ, pour revenir sur les gestes à adopter. Il faut cliquer. Et ensuite, après ce débriefing, une évaluation post-formation de 25 minutes. Voilà. Donc ça, c'est le format de toute façon qu'on préconise à tout le monde. Ça, c'est intéressant. Donc, on s'est intéressé à différentes choses pour évaluer justement l'efficacité de cette formation. C'est des audits de pratique, avant, après. Vous voyez, le J0, ça correspond à la formation. Des questionnaires de satisfaction. On l'a vu aussi que c'était important. De l'évaluation de connaissances et de compétences. Et enfin, le dernier point, de suivi d'indicateurs. Donc, si on voit un petit peu les balises de ces 4 grands types d'outils d'évaluation, on en a mis un petit peu partout en avant, pendant la formation et après la formation. Donc, les résultats sont en cours puisque les formations ont été un petit peu stoppées par le contexte épidémique que l'on a connu et qu'on connaît encore. Néanmoins, les premiers résultats sont très satisfaisants et permettraient de montrer que ces chambres des erreurs 360 peuvent constituer une pierre angulaire pédagogique avec une efficacité pédagogique qui serait démontrée, donc au travers de ces indicateurs-là qu'on a explicités. Montrer également que ces formations-là, elles doivent être interdisciplinaires parce qu'elles se font en groupe. Là, elles sont en l'occurrence pilotées par un pharmacien, une infirmière et un médecin, avec comme profil apprenant cible des étudiants en médecine, des médecins, des infirmières. Ce qui est intéressant aussi en cliquant, c'est que ça s'est intégré aussi à une démarche EPP et on connaît l'impact des EPP et l'intérêt qu'elles ont dans les établissements de santé. Donc, ça peut donner aussi des idées à tous les adhérents pour mettre en place ce genre de choses. Effectivement, pas que sur la réanimation néonatale. Et puis, donc, en perspective, c'est de faire la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent pour les autres outils, c'est essayer de faire des évaluations multicentriques, utiliser un petit peu partout, et puis diffuser un kit de formation et des vidéos de communication pour aider à la mise en œuvre de ce type d'outils-là, un petit peu plus spécialisé cette fois-ci.
mais qui quand même a un intérêt par rapport à ces populations extrêmement fragiles. Voilà pour le focus spécifique. Et donc, on en reparlera en deuxième partie sur les projets 2020 et 2021 surtout. Super, merci beaucoup Simon. Eh bien, c'est vraiment très très chouette. On attend les résultats avec impatience. Alors du coup, on a terminé ce rapport moral et donc on va pouvoir passer au vote. D'abord aux questions parce que peut-être vous en avez. J'ai pas eu besoin de fermer les micros puisque vous les avez tous faits. Je veux bien là que les personnes qui veulent éventuellement intervenir puissent le faire. Et je voudrais savoir si tout le monde voit bien les diapos défiler parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont signalé que ça marche pas chez eux. Donc s'il y en a pour lesquels ça marche pas, merci de me le signaler. C'est très étrange. Bon, je ne sais pas. Personne. Personne n'a de questions? Bon, bravo, hein, c'est super ce que vous faites. Merci Christian. Je suis très impressionné. Ouais. Et sur la simulation, ouais, c'est pas fini en plus, je pense. Ça ne fait que commencer. Ouais. Allez voir sur les projets, c'est top. Bon, écoutez, on va passer au vote, du coup, on va le faire à main levée, sauf que tout le monde n'a pas sa caméra. S'il y a des personnes qui veulent voter non, ils mettent ça dans le chat. A priori, tout le monde a l'air de voter oui. Merci beaucoup. Ça marche. Et du coup, on va passer au rapport financier. Alors, le trésorier a quelques petits soucis techniques, du coup, il va se reconnecter dans 2 minutes. Et on va pouvoir passer au bilan financier. Alors, hop. Donc il s'agit bien du bilan financier 2019. C'est vrai que c'est pas très pratique de faire ça fin d'année 2020. On essaiera de faire mieux la fois prochaine, mais comme d'habitude c'est en mai et tout se passe bien là avec le Covid, évidemment on a obligé de changer, de différer tout ça. Il n'a pas l'air d'arriver à se connecter, Patrice. Mais non, mais c'est un souci. Écoutez, c'est pas grave, je vais commencer la première diapo parce que ça c'est quelque chose de classique. Il m'en voudra pas. Au niveau des ressources, on est toujours sur une adhésion à 25 € par an pour les hospitaliers. Une gratuité pour les petites annonces et le fait que tout le monde peut s'inscrire sur les petites annonces, c'est pas soumis au fait d'être préparateur, pharmacien ou quoi que ce soit d'autre, que c'est gratuit pour les internes officines et que c'est gratuit du coup et que pour les offices et pour les internes, du coup on les inscrit bien pour la durée totale de leur internat. Et pour les associations hébergées, on est toujours sur un coût fixe de 60 € par an. Avec 10 € de location de nom de domaine quand les associations veulent créer une adresse de type www.afal ou aproc.fr par exemple. Alors, là par contre, après ça devient plus technique. Je vais attendre que Patrice se reconnecte. J'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui se sont connectées depuis le début. J'en vois notamment. Je vois Simon Letellier. Bonjour Simon. Je vois Patrick aussi. Verne, bonjour Patrick. Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Bonjour Clément. Patrice n'a pas l'air d'y arriver. Hein. Si, apparemment c'est bon. Ah, ça y est. Cool. Agnès, Oui, est-ce que tu as la diapo? Est-ce que tu vois la diapo sur j'ai la diapo ressources à l'écran. Tu c'est peux parfait. passer celle d'après. Je suis là, celle d'après. C'est parfait, je te remercie. Tu peux passer celle d'après, Agnès, pour voir. Ça y est, j'y suis. Ouais, c'est bon, ça marche. C'est bon. Nickel.
Ah bah vas-y, hein. C'est pour toi. C'est bon, j'y vais? Ouais, ouais. Ben, tu peux revenir du coup sur, Celle-ci, je viens de sur celle déjà. d'avant peut-être. Donc celle-ci, je l'ai déjà présentée. Donc tu peux passer directement à Celle-là, celle-ci. tu les as déjà présentées. Bon, ben parfait. Donc, on en est là, d'accord. Bon, ben, alors bonjour à tous d'abord. Hein, merci d'être là. Donc, comme chaque année, je vais vous faire une présentation rapide et j'espère la plus claire possible des comptes de la DIF. Alors, pour rappel, alors Agnès, tu te fixes sur laquelle? Je suis sur celle-ci, je bouge plus. Sur Mais ressources. celle-là, tu l'as présentée? Non, adhérents payants, adhérents gratuits. Nombre d'adhérents. Tu l'as pas présentée, celle-là? Non, celle-là, non. D'accord. Alors, donc, comme chaque fois, je vais d'abord faire un petit point sur au niveau des adhérents et des recettes de l'association. Alors, en termes d'adhérents, la bonne dynamique, on va dire, continue à se poursuivre, que ce soit en adhérent payant ou en adhérent gratuit, avec bien sûr donc un résultat très très positif et très satisfaisant en termes d'adhérents totaux, pardon. Et je peux déjà dire qu'en 2020, la tendance se poursuit. Espérons donc que ça continue à durer. C'est des bonnes nouvelles. Hein. Je pense que c'est le fruit des fiches wiki, des simulations, voilà, et bien sûr de la messagerie. En termes de recettes, alors les recettes étaient essentiellement composées des cotisations et des adhérents et des associations. À partir de 2019, il y a deux nouveautés. On a eu droit à des dons qui avaient été lancés par la présidente, un appel aux dons, qui ont rapporté quand même une petite somme. Et on a aussi, ça c'est nouveau en 2019, de plus en plus de conventions. Donc c'est des conventions avec des partenaires. Donc c'est on va dire le fruit du travail fait dans le domaine de la simulation. Donc avec des partenaires comme l'ARS, comme des écoles d'infirmières, etc., etc. Je vous donnerai les chiffres plus précis tout à l'heure rapidement. Agnès, tu peux passer à la diapo d'après. Agnès? Ça y est, c'est bon pour moi? C'est bon? Oui. Alors, Ça va ou pas? oui, c'est bon, impeccable. Donc, en 2019, on a eu des recettes qui s'élevaient à 46 002 €, donc une augmentation de 62%. Les cotisations des adhérents représentaient 34 475 €, soit une augmentation de 24%. L'hébergement des associations, 270 €. Là, en diminution par rapport à l'année d'avant, mais bon, le chiffre, on n'est pas sur les mêmes hauteurs de chiffres. Et donc, ce que je disais là tout à l'heure, depuis 2019, donc les dons que vous voyez sur la ligne Hello Asso qui ont rapporté 788 €, et surtout les conventions qui s'élèvent à 10 469 €, en sachant qu'on a eu une convention avec l'ARS de l'ordre d'un montant de 8 000 €. En termes de dépenses, on a une diminution globale des dépenses. Elle s'élève en 2019 à 39 728 €, soit moins de 37% par rapport en 2018. Alors toutes les lignes à peu près baissent. Ce qu'il faut noter surtout, c'est la maintenance et l'évolution du site. Donc en 2019, on n'a pas eu de frais pour le nouveau site, ce qui explique une chute. On était, je crois, presque 40 000 € en 2018. Voilà, qui explique aussi la diminution de la quasi-totalité du chiffre brut des dépenses. Toutes les lignes en fait diminuent plus ou moins. On a uniquement la ligne divers, la simulation en santé, mais qu'on récupère largement au niveau des conventions. Ouais. Pour une précision, en fait, sur les maintenances et évolution du site, 24 000 €, c'est une somme qui est, je crois, on a fini quand même de payer en 2019 un morceau une tranche en fait de l'évolution du site à hauteur de mémoire de 8 000 €. Donc en fait, en 2020, on devrait baisser encore un peu cette ligne-là. Voilà. Il y a Philippe Arnaud qui pose la question sur je ne comprends pas la diapo de gauche. Il s'agit de quelle diapo? La diapo précédente ou Oui, la diapositive précédente. Oui. Alors, attendez, pardon, il y a quelqu'un qui fait la diapo précédente. On va revenir dessus du coup. Celle-ci? Oui. La partie de gauche? Celle-là. Oui. Je ne comprends pas l'échelle. Oui. 0, 500 000 et on va à 3000 et les chiffres qui sont au-dessus. Exact. C'est bizarre ça.
C'est quoi, allez? Non, c'est pas bon. L'échelle est quoi, pas bonne du coup. Ah, Non, mais c'est pas du tout. Elle est pas du tout bonne cette. ah oui, l'échelle est pas du. Ah oui, graphique bah est tu pas vois, du j'ai tout. pas. Ce graphique est pas du tout bon du tout. C'est exact. Merci de ta de. Oui, c'est correct. Ce sont les payants. Oui, Les 1487, ce sont les payants pour 2019. on est Et d'accord. l'échelle est totale. Oui, c'est ça. Oui, mais les adhérents gratuits, ils sont pas à 1400. Donc non, parce que normalement Oui, ça fait pas même 1200. le total, on n'est jamais à plus, on n'est pas à 2500, on n'est pas à plus de 2500. Non, le graphique est vraiment pas bon du tout. Parce que C'est l'échelle qui est les fausse. adhérents payants, ils sont on est à 1487, effectivement. On est à 1000, en 2019, on doit être pas à 1487, on est à 1387, je pense, et on est à 150 à peu près interne. Quelque chose comme ça. Non, c'est effectivement une coquille dans le graphique que je vais corriger après. Voilà. Tu veux passer à la diapo suivante Vas-y. Ouais, bah, du coup, Patrice réavance. Oui, ouais. je suis sur les résultats de l'exploitation. Vas-y, avance. J'y suis. Là, résultat Ah, de l'exploitation. Compte de résultats. Je l'ai pas à l'écran. Bah, c'est pas grave, tu peux la prendre. Ça a dû se rebloquer. Alors du coup, ça y est, vas-y. Allez, encore une fois. Ouais. Ça y est, c'est bloc. Je pense que c'est la connexion qui est un peu lente. Là, je suis toujours sur la feuille, sur la diapo compte de résultats avec recettes et dépenses. Voilà, parfait. Impeccable. Donc je continue. Donc en 2019, le résultat de l'exploitation s'élève à 6 274,71 €. Donc c'est le différentiel qu'on avait entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2019, on a une trésorerie positive avec 40 065,94 €. Et l'excédent de l'exercice, alors il est identique au résultat d'exploitation, parce que comme je l'explique chaque année, le résultat de l'exercice, en fait, c'est la somme du résultat d'exploitation, du résultat financier et de résultats exceptionnels. Et cette année, il n'y a pas de ligne au niveau des résultats financiers, puisqu'on n'a plus du tout de produits d'épargne, de comptes rémunérés. On n'a pas eu non plus de charge de résultats exceptionnels, comme avait été le transfert du portefeuille. Donc c'est pour ça que le résultat de l'exercice est égal au résultat de l'exploitation. Et donc nous sommes en excédent pour l'année 2019. Agnès? Oui, j'y vais. Le son. Non, mais pas le son. Si, je suis là, mais j'ai pas la diapo n'a pas bougé. Bah si, j'y suis pourtant. Je pense que tu dois Là, avoir j'ai le une visage de connexion qui Marie-Claude. est Je crois que ça a été trop vite, là. Tu m'as mis le visage de Marie-Claude et Christian. Bah oui, c'est ça. Pourtant, c'est ça. Voilà, donc. Donc là, je suis. Tu veux encore Ben, parler, Patrick? Alors, j'ai pas eu de retour de Marie-Claude. Pas eu de. Mais je vois que Christian est là, donc je sais pas s'il a des. Si, je pense qu'il voilà, a ouvert son micro. Voilà, Marie-Claude, j'ai eu Marie-Claude au téléphone hier. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup regardé en détail les comptes, mais ils sont toujours aussi parfaits. Moi, je suis très impressionné. Voilà. Et je pense que les comptes de l'association sont tenus remarquablement par Patrick. Et puis cette année, c'est particulièrement intéressant puisque on a un résultat tout à fait positif grâce en fait à l'énorme travail que vous faites et
et grâce effectivement aux conventions qui ont été passées dans le domaine de la simulation. Voilà. Donc je pense que les comptes sont un peu tout à fait dévalidés. Merci, merci Christian. Merci beaucoup, Christian. Oui, je tiens à signaler le travail du trésorier qui est impeccable. Ouais, Ah oui. Ouais, c'est transparent, c'est des beaux tableaux Excel et tout ça. Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut vraiment pour. Et puis bah c'est grâce aux bénévoles en fait là tout de suite là, la situation financière est vraiment saine avec un équilibre qu'on a cherché puisqu'en 2018 on était en déficit. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment sur une bonne pente et sur toujours une dynamique qui permet d'avoir toujours de plus en plus d'adhérents et donc ça c'est vraiment chouette, ça montre vraiment la très bonne santé de l'association. Donc merci beaucoup aux bénévoles, aux adhérents, puisque c'est grâce à eux en fait c'est eux qui financent quasi à 100% les comptes de l'association. Oui, faut insister que ça nous donne l'indépendance très revendiquée, l'absence de conflit d'intérêts and so on. Tout à fait. Et qu'on restera toujours sur cette ligne. Oui, complètement. Très bien. Est-ce que du coup, on continue? On peut faire les prévisions 2020, Patrice? Je suis passée sur la diapo d'après. Oui, du coup, alors je n'ai toujours pas l'écran, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit décalage. Ouais. Sinon, tu suis sur ton. Il y a un petit problème, oui, je vais essayer de. J'avais noté sur, oui, à peu près. Alors en termes de ressources, de toute façon, bon, il n'y a pas de. Ben voilà, ça y est, j'ai la convention. Bon, en termes de ressources, il n'y a pas de changement au niveau des cotisations des adhérents. La nouveauté, au niveau des associations aussi, ça sera toujours 70 €, les internes gratuites. Les nouveautés en termes de ressources, ça sera la poursuite des conventions et surtout aussi la facturation des annonces d'emploi pour les cabinets de recrutement. Donc ça, c'est une décision qui a été prise cette année, qui est effective dès cette année. C'est-à-dire qu'on facture au cabinet de recrutement l'accès aux offres d'emploi de la DIF. Et ça marche plutôt bien. Vous verrez en début d'année prochaine le bilan 2020. Oui. Patrick, j'ai une question. Ici. Alors, attends, je précise juste ici. En fait, voilà, le pourquoi de la motivation en fait de ce point-là, c'est que les cabinets de recrutement faisaient vraiment exploitaient, on va dire, à outrance notre système de petites annonces. Avec des petites annonces qui n'étaient pas forcément très bien rédigées, ni très. Voilà, les modérateurs avaient vraiment l'impression qu'ils donnaient de leur temps pour que eux puissent en profiter. Du coup, voilà, on a décidé de leur donner accès, mais avec une facturation du service qui en fait va permettre de participer financièrement aux évolutions du poste, parce que c'est vrai que l'association investit beaucoup dans ce système. Hein, on a quand même c'est une grosse part en fait financière dans le site pour un bénéfice qui est nul pour nous, puisqu'en fait c'est du temps pour les bénévoles, c'est 0 € de recettes. Donc voilà, on a décidé ça et voilà, beaucoup de cabinets de recrutement ont trouvé que c'était tout à fait légitime finalement de demander ça. On est à combien à peu près de cabinets aujourd'hui qui travaillent avec nous du coup? Je sais plus, c'est 4 ou 5. 4 ou 5, voilà, qui ont bien voulu, voilà. Sur 4, il y a peut-être un 5e, ouais. 4 ou 5, 4 sûrs qui ont déjà financé et peut-être 5 même. Voilà, donc c'est de toute façon des sommes tout à fait raisonnables et qui nous permettront de les réinvestir dans les évolutions des petites annonces, parce qu'il y a encore des bonnes idées à développer. Donc Dominique, tu voulais... J'ai un point de complément. Oui, j'avais une question et une remarque. La question, c'est à combien se monte ce droit perçu sur les cabinets? Alors là, aujourd'hui... Vas-y, dis. Vas-y Agnès, vas-y. Non. 500 €. 500, d'accord. Non, voilà, c'est juste pour l'information. Voilà, 500 €. Il y a quelque part, on est effectivement raisonnable parce que
comme c'est une loi capitalistique, on aurait pu presque faire une arnaque, comme ils ont de toute façon besoin de notre fichier, à la limite, la loi de l'offre et de la demande, on aurait pu aller plus loin. Mais enfin, il faut avoir un peu de morale quand même. C'est pas le but. La deuxième chose, c'est plus que jamais, ça veut dire qu'il ne faut jamais avoir une annonce avec un CV joint. Il faut toujours dire que le demandeur doit mettre CV sur demande. Parce qu'effectivement, si ce CV part dans un cabinet de recrutement, nous, on ne sait pas ce que ça va devenir. Alors ça, c'est les Plus que jamais, il faut être RGPD de pointilleux toute là-dessus. façon. Hein. Ça, c'est les RGPD de toute façon. Et donc, non, En plus, oui, c'est les RGPD, oui. Mais de toute façon, il n'y a pas de CV. Alors, il n'y a pas de CV joint aux offres? Non, moi, je vois pas de CV. En tout cas, si ça arrive, il faut refuser et rappeler qu'il ne faut pas mettre CV sur demande. Tout à fait. Et par ailleurs, on verra qu'en 2020, on a supprimé en fait tout stockage de données personnelles à propos des petites annonces sur le site internet. Voilà. D'accord, très bien. Simon, tu voulais préciser quelque chose? Oh non, non, moi j'ai... Non, Simon. Oui, non, c'était par rapport justement à ces données des cabinets et aux sources qui permettent notamment aux internes d'accéder à des offres d'emploi, notamment les remplacements. La dernière enquête là, qui est tombée aujourd'hui au niveau de la FNSIP, 20% des internes font des remplacements. Et la source numéro 2 d'offres d'emploi, c'est la DIF après le bouche à oreille. Voilà. C'était pour préciser qu'on était bien encore un gros pourvoyeur d'offres d'emploi, en particulier pour les internes, qui donc 20% des internes font des remplas aujourd'hui, ce qui n'était pas possible avant. Donc on voit bien qu'il y a aussi une forte demande chez les internes et on fait le lien avec toutes ces données-là. Donc on a encore une place très importante. C'est parfait. Oui. Ben, on voit bien quand même avec, on était à combien? 2200 annonces, 2300 annonces en 2019? Non, 2500 je crois. On est quand même on a une bonne, un bon fichier, hein, et à peu près 15 000 personnes qui ont un compte créé. Après, je ne sais pas s'ils sont tous intéressés par les petites annonces, mais c'est un fichier d'adresse d'à peu près 15 000 personnes. Et pour moi, ça a été pareil. Pardon. Pour moi, ça a été pareil quand je me suis mis à faire que des remplacements. Ça a été de bouche à oreille. Et la deuxième source de remplacement, ça a été la DIF. D'accord, ouais. Merci. Une question sur cette facturation des annonces pour les cabinets de recrutement. Comment ça se passe? C'est un don qu'ils font à l'association ou bien est-ce que c'est une facturation TVA? Non, facturation hors TVA. On est bon pour ne pas entrer dans les critères. J'ai retrouvé l'alinéa des impôts dans la mesure en fonction du chiffre d'affaires, en fonction des bénéfices, en fonction, on peut faire une fausse mention hors TVA. Voilà. Et bon, on est statutairement, on n'est pas une facturation hors TVA. Et statutairement, on n'est pas une entreprise commerciale, on est libre association ou un truc comme ça. Oui, on peut. Tout à fait. Il y a quand même des limites. Il y a des seuils. On a beau être association, si on avait un seuil de 60 €, voilà, on serait. Alors là, il faut quand même. Enfin, on pourrait plus être exempté de TVA. Mais pour l'instant, on rentre pas dans ces créneaux. On peut rester exempté de TVA. D'accord. Merci, Patrick. Et ça ne nous empêche pas de facturer des prestations. Oui, on a le droit tout à fait de le faire. Ça fait partie c'est dans les statuts et on peut tout à fait le faire. Libre à eux après de refuser, hein, ils sont pas obligés de. Mais du coup, on leur refuse l'accès. Ok, est-ce que tu peux continuer sur les dépenses, Patrice? Oui, donc les dépenses comme là l'année 2020 et les prévisions sont on va dire des réalisations. Donc en termes des dépenses pour des prévisions pour 2020, on avait acté un maintien des charges d'exploitation au niveau de 2019. Bon, ça, je pense que ça sera pas difficile. La diminution des frais de CA, alors là, c'est un effondrement parce qu'il n'y a quasiment rien eu.
Alors là, la flèche, je pense, c'était pas vers le bas, c'était la poursuite des investissements pour la simulation en santé. Par contre, la nouveauté, mais qu'on n'a pas mis en œuvre cette année, on reverra ça, je pense, début d'année prochaine, c'était la reprise du renouvellement du parc informatique. Oui. Qui est une ligne qui est à zéro depuis plusieurs années maintenant, du fait de du nouveau site, de tous les frais engagés, etc., etc. Donc, et l'objectif 2020, c'est un objectif donc qui maintenant, ça fait la deuxième fois, il en reste encore une, c'est de maintenir un exercice en excédent cette année. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Oui. Pour préciser quand même, je pense que pour la simulation en santé, en 2020, on a baissé quand même la ligne. Parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur le recyclage des sphères. Et donc, on devrait être quand même sur une ligne en baisse. Malgré une production qui va être importante. S'il y a plus de... D'accord. Voilà. Ouais. Et normalement, on baisse bien effectivement la ligne de simulation en santé. Ok. Ce qui n'exclut pas le travail des bénévoles qui permettent donc d'augmenter l'offre encore et toujours plus, mais voilà. Ok, et ben écoutez, sauf s'il y a des questions, on va passer au vote du bilan financier. Vote à main levée pour ceux qui ont la caméra. Génial, merci. Et puis pour ceux qui veulent voter en vrai sur le chat, vous pouvez le faire oui ou non si vous souhaitez. C'est vrai que ça peut être pas mal de faire comme ça. C'est notre première AG en visio, alors on se tâte un peu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On va passer maintenant sur les perspectives 2020 qui sont... Oui. Si je peux me permettre, Agnès, oui. Dans les votes, il faut toujours avoir la liste des exhaustifs des votants. Donc bien intégrer ceux qui votent par par vidéo à main levée et puis ceux éventuellement qui sont par téléphone de façon à ce que tout soit acté dans le PV de l'AG. Très bien, ça c'est pour le secrétaire qui va faire une copie d'écran. Il y a peut-être des procurations. Oui, et en plus il y a plein de pouvoirs, il y a 120 pouvoirs. Donc, distribués de façon harmonieuse entre les différents membres du conseil d'administration. Donc on va parler maintenant des perspectives 2020 et donc dans ces perspectives effectivement c'est pas des perspectives puisque c'est déjà bien fait. Alors au niveau du site web on a mis le site en conformité avec les RGPD qui sont donc obligatoires depuis un moment déjà, depuis 2018 je crois. Voilà, donc tout est bien éclairci au niveau de toutes les données personnelles qui sont stockées sur le site, la sécurisation, le contrat avec Octopus de ces protections de données. Ça signifie qu'on a diminué le nombre de données personnelles stockées et notamment au niveau des petites annonces. Hein, il y avait quand même, il y avait un stockage qui était réalisé et donc on a trouvé ça complètement inapproprié, donc on a tout supprimé. Il n'y a plus de données personnelles stockées, donc par principe maintenant on ne peut plus avoir accès aux petites annonces qu'on sauvegardait, aux réponses qu'on faisait à travers le site, mais c'est beaucoup plus confortable finalement. Et donc on a augmenté la transparence, avec le lien vers notre texte de RGPD. Au niveau des questions diverses de perspectives, les petites annonces, donc on avait dit cabinet de recrutement participation financière, on héberge maintenant le QAP, qui est donc le comité pour les automates de pharmacie, club utilisateur des automates de pharmacie. On leur a créé un blog, on leur a créé une liste de diffusion et on leur permet maintenant de stocker des documents de façon sécurisée sur notre site. Et au niveau de la NPPH, on aimerait toujours leur proposer une liste de discussion pour les préparateurs. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore donné suite à cette proposition. C'est en discussion, on va dire, au niveau de leur conseil d'administration. Sur les perspectives du coup de la simulation en santé, Simon, je vais te repasser la main. C'est celui-là, c'est cette diapo-là.
Simon, on t'entend plus par contre. Simon, je t'entends pas. On t'entend pas. Allô? Non, ça marche pas. Je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Attends, c'est peut-être moi qui t'ai coupé ton micro? Le micro est coupé, oui. Non, pourtant, non. Simon, non. Si, il est coupé. Non, normalement, non. Vas-y, Là, réessaye. ça doit aller. Non, ça marche pas. Non. Non plus. Pourtant, tu as parlé tout à l'heure sur les cabinets de recrutement. Ouais. Bah, je suis pas sûr qu'il nous entende non plus. Si, il nous entend. Si, il entend bien, mais il se reconnecte et il se déconnecte. Tu le vois parler sur la webcam, mais il n'y a pas de son qui sort. J'ai rallumé Agnès, je sais pas si tu m'entends. Ouais, c'est bon, parfait. Oui, c'est bon. Ok, ça marche pas, je suis reparti. Donc, ouais, le premier projet 2020-2021, c'est un reliquat de 2019, qui est une version généraliste sur les dispositifs médicaux, histoire de toucher un petit peu tous les aspects des DM que l'on connaît dans nos pays. Un deuxième projet qui s'est greffé, ça fait partie des projets de thèse sur une partie d'une thèse sur la perfusion des médicaments, sur les montages de perfusion. Une deuxième version de Simupac qui, depuis 2018, doit être créée. On a un petit peu du mal à la faire vivre par manque de temps, mais on espère, avec peut-être une nouvelle recrue, pouvoir piloter correctement ce projet. On espère, en tout cas, il y a de la demande et on avait des idées. Le projet Néonat, donc, qui est un projet à la fois réalisé, mais encore non publié pour des raisons de validité des données dans le cadre de l'EPP qu'on a discuté. Donc, le CHU de Caen n'a pas voulu qu'on le communique avant la fin de la formation, d'ici à peu près novembre. Donc, ce sera publié, sinon en accès libre pour tout le monde sur le site de la DIF, évidemment. Et un projet qui ressort, qui a été longtemps dans les tuyaux depuis maintenant 2 ans, en collaboration avec la SFAR, la SFPC et la Sofra Sims, sur la prise en charge médicamenteuse au bloc opératoire. Donc là, c'est officiel, le projet démarre là, ce mois-ci, avec notamment adossé à une thèse d'un interne en pharmacie, donc ce qui est un beau projet pour 2020 et surtout 2021, avec des tournages globalement entre la région Normandie et la région PACA. Et un autre projet aussi qui est venu suite à différentes idées, différents réseaux, notamment le HP, c'était de créer un English version for all people. Voilà, donc ça, around the world, of course, with the French accent. C'est le projet d'un interne aussi qui voulait communiquer ça plus à l'international, bien que les pratiques soient pas du tout les mêmes, hein, on en a bien conscience. Mais voilà, communiquer aussi, faire exister la DIF sur le champ international, modestement, bien sûr, beaucoup plus modestement que sur le territoire national et francophone. Voilà pour les projets 2020-2021. Juste une petite remarque de Philippe Arnaud qui dit préciser DM stérile sur la diapositive, c'est intégré, je le ferai sans souci. Les autres actes de travail? Ouais. Les autres axes de travail, effectivement, de manière un peu plus concrète, c'était déjà les premières versions datent de 2016. Donc, grâce aux prestataires historiques VRV Prod, ils nous ont offert la possibilité de mettre des patchs pour rendre le contenu plus esthétique, plus ergonomique. Donc, c'est ce que vous avez pu voir. Le code couleur a un petit peu changé, la façon d'accéder a un petit peu changé. L'autre projet qu'on a commencé, mais c'est pas tout à fait finalisé, c'est la réalisation de clips vidéo, pas de clips musicaux, mais de clips pour aider à la mise en œuvre des outils, comme ça en une forme un petit peu de tuto, sous forme de mode d'emploi. Et aussi, ce qui a bien marché, lié beaucoup au contexte Covid, automatiquement, il y a quand même des effets positifs, il faut en parler.
c'est la réalisation de réunions GoToMeeting avec une quinzaine de pharmaciens, une première session avec une quinzaine de pharmaciens, pour les aider à la mise en œuvre des outils, parce qu'ils disaient, bon, on veut bien mettre en œuvre, mais on ne voit pas trop comment faire, il faut qu'on en sache un peu plus. Donc ça, on l'a fait, et peut-être qu'on en fera d'autres, parce que les premiers résultats ont montré que les pharmaciens étaient très intéressés. Ouais. Pour préciser, en fait, le clip vidéo, c'est quelque chose qui aurait dû être tourné justement en plein milieu du Covid. Ça devait être le 17 mars. J'avais programmé ça en IFSI chez moi et du coup, ça a été annulé pour cause de Covid. C'était la première journée où on était confinés. Et en fait, le double effet qui se coule en fait de cette crise, c'est que du coup, la chambre des erreurs, je l'ai faite en visioconférence avec les étudiants d'IFSI et ils ont trouvé ça très très intéressant. Donc c'est vrai que nos outils là en termes de possibilité de continuer la formation lors d'une crise sanitaire telle qu'on la vit aujourd'hui, prend tout son sens. Et voilà, les réunions en visio, je pense qu'on va en faire effectivement de plus en plus. Et par rapport à justement ce que tu dis, Agnès, pour rebondir, par rapport à ces formats numériques, on a été contacté par un gros centre hospitalier du sud de la France aussi pour mettre en œuvre un petit peu en catastrophe des formats numériques parce que les formats présentiels n'étaient pas possibles. Donc, on sait aussi qu'il y aura forcément un intérêt de par le contexte qui rend les formats présentiels très délicats, voire impossibles. Tout à fait. En axe de travail un petit peu plus lointain, mais pas si lointain que ça quand même, c'est toujours la perspective de basculer ces formats un petit peu maison où on a rabooté différents outils, on constate quand même un peu, c'est un peu maison, sous une plateforme LMS, ce qu'on connaît souvent sous le nom de Moodle, mais qui a un nom de marque, même si c'est de l'open access, sous une plateforme donc, de Learning Management System qui permettra un meilleur suivi des apprenants, des données de connexion, pouvoir faire un suivi dans le temps. Donc ça, vraisemblablement, on pourra avoir des premiers tests début 2021 et pourquoi pas avoir une plateforme qui nous permettrait de monter un petit peu en charge. Le point suivant, c'est ce qu'on fait très régulièrement au travers d'envois mails, d'échanges téléphoniques, c'est la promotion des outils dans les établissements de formation. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, avec un tarif de 2 € par apprenant et par apprenant et par an pour tous les outils, donc ce qui est à peu près défiant toute concurrence. Globalement, ça intéresse. On a des contrats, on a parlé déjà précédemment, mais entre même 15 apprenants jusqu'à 900 apprenants. Donc, on a tout type de contrats pour tout type de structure. Et puis, plus on aura d'apprenants, plus on pourra analyser l'impact pédagogique et on revient sur l'efficacité de ces outils-là et leur place dans nos établissements de santé et ou de formation. Et puis, bien sûr, toujours la même diapositive, le même élément, l'innovation, elle vient de tous les adhérents qui ont des bonnes idées, qu'on peut partager, qu'on peut mettre en commun, et puis développer comme ça de nouveaux outils. Jusqu'à présent, ils sont tous arrivés comme ça, donc les prochains seront certainement dans la même veine. Hein. C'est la collaboration de chacun qui fait la réussite du projet. Tout à fait. Et à noter aussi peut-être à cet endroit-là, l'idée de, grâce au LMS, pouvoir créer son propre outil en utilisant des sphères existantes de façon totalement autonome. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire, mais grâce à ces outils et une petite formation, la possibilité de faire soi-même, de mettre soi-même ses copies d'écran parce que le logiciel qui est aujourd'hui présenté dans la chambre n'est pas celui qu'on a dans l'établissement. Du coup, les soignants ont du mal un peu à se projeter et à s'identifier. Donc, puis vouloir mettre en scène une erreur particulière dans son établissement parce que c'est celle-ci qui a été relevée lors de fiches d'effets indésirables, d'événements indésirables, voilà, ce genre de choses. C'est ça. Les coûts d'un LMS sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, normalement, notre trésorier, j'espère que son micro, ses enceintes n'ont pas marché, mais néanmoins, ça apporte quand même beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, Agnès, je pense que ce sera une évolution très attendue et très favorable pour tout le monde. Oui. À voir comment on pourra du coup le financer, c'est un petit peu la question. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Simon pour cette belle synthèse sur la simulation en santé. Voilà, je vous laisse la parole tous les présents pour des questions diverses si vous en avez. On va de nouveau
parce que non, on a besoin juste de voter en fait le bilan moral et le bilan financier pour les perspectives. Il n'y a pas besoin de vote nécessaire. Voilà. Donc je sais pas, avez-vous des questions? Alors il y a Philippe, tu poses la question. Attention, formation payante, secteur marchand, donc pas association, c'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire que nos différents syndicats, par exemple, qui faisaient de la formation, ont été épinglés par, enfin pas épinglés, on va dire, ont été sollicités fortement à dire que les structures associatives ne pouvaient pas, dans un secteur concurrentiel avec un secteur marchand, être sous un format associatif. Le format associatif n'était considéré que comme vis-à-vis des adhérents. C'est-à-dire que quand c'est un service de formation pour les adhérents, ça ne pose pas de problème. Maintenant, quand c'est un service de formation pour des non-adhérents, c'est-à-dire des hôpitaux ou tout ce qu'on veut, eh bien, les autorités des impôts et compagnie ont considéré que c'était un secteur marchand et que ce n'était plus de la logique d'une association, mais qu'il fallait créer une structure privée. Sauf que nous, on vend pas une formation, on vend des outils qui sont ensuite utilisés par. C'est pas nous qui les utilisons. Ben, tout à l'heure, il disait que c'était 2 € par adhérent ou je sais pas quoi là. Oui, c'est ça. Par participant. C'est une convention en fait qu'on fait pour l'utilisation des outils, mais c'est pas nous qui formons les gens. C'est pas nous qui. Je dis simplement. Ouais. À vérifier auprès des impôts qu'il n'y a pas de concurrence par rapport à un secteur marchand. Voilà. D'accord. Ok. Donc, à vérifier. Hein. On va se renseigner. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, vous faites une convention et donc pour les formateurs, en fait, dans la convention, il y a un certain nombre de gens formés et 2 € par personne formée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils utilisent les outils et on pourrait prendre un forfait. Pour une structure, on a préféré faire ça au nombre d'adhérents qui peuvent utiliser au nombre d'apprenants, qui peuvent utiliser les outils qui sont mis à disposition sur le site. Oui, donc, mais la question de Philippe est judicieuse. Hein. C'est évident que. J'ai pas dit l'inverse. Hein. J'ai pas dit l'inverse, loin de là. Mais il faut qu'on se renseigne du coup. Il faut qu'on se renseigne auprès des impôts. On va poser la question. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse une structure. Qu'on fasse une structure à part pour commercialiser entre guillemets nos outils, sachant que c'est pas le but que ce soit commercialisé en fait. Non, mais si vous faisiez en parallèle une structure qui s'appelle, je sais pas quoi, Adif privé, je dis n'importe quoi, voilà, ça vous permettrait de facturer les annonces avec la TVA, le machin, le truc, ce qui peut faciliter certains annonceurs, et 2, facturer les prestations payantes. Et c'est pas très gênant que la DIF soit, actionnaire principal d'une société privée qui aurait n'importe quelle structure. Moi, je suis pas compétent dans le domaine. Ouais. Oui, ben ça rejoint un peu la discussion qu'on avait eue, Christian, en 2019 sur ce sujet avec la déclaration de la TVA et tout ça. Hein. On l'avait déjà évoqué d'ailleurs. Et c'est la question qu'on avait évoquée aussi en CA par rapport à la facturation
qu'on proposait justement aux annonceurs derrière. On s'était dit, voilà, c'est pas une grosse somme, c'est vrai, ça représente pas une grosse somme, mais si on était amené à travailler avec plus de cabinets de recrutement, par exemple, ça pourrait devenir quand même une somme importante, qui est justifiée parce que derrière on a des coûts de maintenance, notamment du site et des serveurs, enfin, etc. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre après de nos prérogatives associatives, etc. Ça, c'est encore une autre paire de manches, ça. Oui, mais le marché de la formation continue est un marché effectivement extrêmement concurrentiel. Et donc, ceux des annonces emploi aussi. On peut être attaqué pour défaut de concurrence. Concurrence déloyale. De non concurrentielle. Ouais. Ouais. Mais bon, cela dit, la FIS, il y a très longtemps, avait fait aussi une structure pour ces formations. Je ne sais plus du tout où ils en sont actuellement, mais Dominique, tu connais peut-être ça, non? Je crois qu'il y a deux questions quand même. Il y a le côté facturation TVA, etc., qui est évoqué si on crée une société privée, mais il y a le côté concurrence. Et je pense que même en créant une société, compte tenu du prix auquel on facture nos outils, on peut être de toute façon attaqué pour concurrence déloyale compte tenu d'un prix qui défie toute concurrence. C'est ce que disait Simon tout à l'heure. Je ne pense pas que ça résoudra pas notre problème. Oui, mais actuellement, on le sous-vend, entre guillemets. On n'offre qu'un outil, Agnès, tu as raison, oui, mais c'est ça, on n'offre pas la prestation qui va avec. Hein. Voilà, oui, si je peux me permettre, on n'est pas des formateurs, justement. Alors que si on rentre dans un organisme de formation, déjà, il va falloir parler de la validité des formateurs, ce que nous ne sommes pas. Nous, on facture une prestation par l'utilisation de l'outil. C'est pas du tout la même chose. Alors, je mets un bémol quand même, Philippe, parce que même si dans le fond, c'est vrai, mais la plupart du temps, on forme les formateurs. À l'utilisation de l'outil, pas au contenu. C'est vrai. Ouais, c'est pas la même chose. Mais bon. Oui, c'est subtil, mais c'est pas la même chose. Après, la question de Patrick Vergne, là, qui dit ne suffit-il pas de leur demander d'adhérer pour 2 € pour un usage précis et limité aux formations en question? Oui, on peut. Non, parce qu'il va y avoir des gens qui ne sont pas du tout formations. Oui, oui. Donc, c'est pas possible, on en a déjà parlé de ça. On sort du statut, c'est-à-dire qu'il faudrait créer un statut avec la possibilité d'adhérer à l'association en tant qu'organisme de formation. Oui, et ça n'ouvre pas les droits sur les listes de messagerie, etc. Tu crées un second statut, en fait. Ce qui est déjà le cas. Aujourd'hui, techniquement, on a créé un profil qui s'appelle un profil simulation en santé pour ne leur donner accès qu'aux outils de simulation. Et pas du tout au reste, ni aux fiches wiki, ni aux listes de discussion, ni tout ça. C'est déjà le cas. Hein. Oui, mais c'est valide. C'est un profil utilisateur, ils ne sont pas adhérents. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais parce qu'on n'a pas aujourd'hui décidé qu'ils pouvaient adhérer, mais on pourrait imaginer que. Parce qu'on ne peut pas, c'est nos statuts. Ils peuvent le faire. Après, alors je suis pas sûre les conventions, elles stipulent bien la mise à disposition d'un outil, pas d'une formation. Hein. Oui. Non, mais on l'avait bien écrit comme ça. Mais de toute façon, la remarque est très bonne. Il faut vérifier pour se mettre dans les clous, et puis voilà. Oui. Ça marche. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons terminé. Merci à tous d'être venus. Attendez, j'avais une question. Oui, Dominique, vas-y. Vous arrivez un peu à la fin de la bataille. Est-ce que vous avez parlé du wiki? Oui, on a parlé dans le bilan. Voilà. Dans les perspectives, il n'y a pas de perspective particulière, si ce n'est de continuer la mise en ligne, d'avoir de plus en plus de gens dans cette équipe-là pour valider les fiches et qu'elles soient... Voilà. Mais en fait, Dominique, on a un CA juste après cet AG pour parler de et tout ça. Là, pour l'instant, on fait juste le bilan, les perspectives, etc. Donc, on en a parlé, sauf si tu veux rajouter des choses dessus. Ce que je veux dire, c'est que surtout, on est maintenant pas tant dans la création de nouvelles fiches. Je pense qu'il n'y aura pas de deuxième vague pour faire des allusions à des événements récents. On va être surtout dans la mise à jour de toutes les fiches existantes, des près de 350 qui existent. Alors, il y en a 5 ou 6 peut-être nouvelles. Et puis, j'en ai toujours une dizaine en réserve
qui sont pour l'instant en brouillon, de mise à jour. Par exemple, sur les dispositifs médicaux, je m'aperçois que ça devient de plus en plus important, d'autant que c'est de moins en moins, c'est pas suffisamment réglementé, donc des tas de questions qui sont introduites dans un tas de fiches existantes. D'accord. Voilà, donc voilà un peu le souci. Alors le souci, c'est que faut que ces mises à jour soient le plus proche de l'actualité et ne traînent le moins possible en ce que j'appelle fermé pour travaux. Puisque au moment de neutraliser avant revalidation, que les lecteurs se cassent pas le nez sur un machin. Alors pour l'instant, j'ai plafonné à peu près 1% de fiches neutralisées, c'est-à-dire de l'ordre de 4 fiches par neutralisées. Et je compte, sauf avis différents, rester un peu sur cette. Mais surtout les uns ou les autres, n'hésitez pas à proposer des thèmes de discussion ou des thèmes de recherche, même si ça ne fait pas l'objet de discussion sur la messagerie. Voilà un peu ce que j'avais à dire. D'accord. Très bien. Merci en tout cas Dominique, merci. J'en profite pour te remercier sur tout le travail que tu fais sur le wiki. Parce que c'est vrai que le wiki, il vit grâce à toi. Hein. C'est clair. Donc, merci pour tout ça. Et merci à toute l'équipe wiki aussi. Mais voilà, on sait que tu passes beaucoup de temps à faire ça, à nous aider. Et donc voilà, je voulais te remercier pour tout ce travail. Merci. Merci des remerciements. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette assemblée générale. Je vous remercie beaucoup. J'invite à tous ceux du conseil d'administration du bureau à rester parmi nous pour continuer continuer par une réunion de travail. Voilà, on aurait dû se voir en présentiel, ça va continuer de se faire en visio. Au revoir Philippe, au revoir tout le monde, au revoir Isabelle Tambon, au revoir aussi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Un grand merci au conseil d'administration et à tous ceux qui se dénomment, et en particulier à notre présidente. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci. Là aussi, elle ne compte pas son temps. Hein. Elle ne compte pas son temps, Agnès. Ça, il faut le souligner. Oui, merci. Ouais. Voilà. C'est vrai, mais je travaille avec une équipe merveilleuse, alors du coup, une bonne ambiance, tout ça, donc c'est toujours un plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Christian, d'avoir pris aussi du temps pour relire nos comptes. Et les valider. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Ok, à bientôt.